de l'actualité ce lundi, le procès de Simone Gbagbo a été suspendu aujourd'hui et reporté au 11 juillet prochain. L'ex-première dame n'a pas pu être présente à la cour d'assises pour des raisons de santé. Simone Gbagbo comparaît pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre. L'attiéké est beaucoup apprécié par les Ivoiriens, la demande est forte, mais ce produit se fait de plus en plus rare sur le marché et il est désormais beaucoup plus cher. L'attiéké est-il en passe de devenir le nouvel or blanc? Nous en saurons plus avec quelqu'un dans ce journal. En religion, la lune n'a pas été observée ce lundi soir. La fête du Ramadan aura donc lieu mercredi. Nous entendrons dans ce journal la déclaration des responsables de la communauté musulmane. À l'étranger, le Rwanda a célébré ce 4 juillet la journée de libération. Il y a 20 ans, le 4 juillet 1996, la guerre civile a pris fin dans ce pays après un génocide qui a coûté la vie à 800 000 personnes. Bonsoir et bienvenue. Victime d'un malaise, Simone Gbagbo n'a pas pu se présenter à la cour d'assises d'Abidjan. Le procès de l'ex-première dame prévu pour se dérouler ce matin a été suspendu et reporté au 11 juillet prochain. Simone Gbagbo est jugée pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre. Gabriel Zani. Elle ne s'est pas présentée ce lundi devant la cour d'assises d'Abidjan. Simone Gbagbo, l'ex-première dame de Côte d'Ivoire, est absente car victime d'un malaise. La parole n'a pu être donnée aux témoins comme prévu. L'audience de ce lundi 4 juillet est donc suspendue. Le procureur général s'est beaucoup occupé de la dame, l'a fait transférer à la prison pour qu'elle puisse être soignée. Et donc quand il allait, il s'est rendu compte que il y avait une baisse de tension. Et ce sont les propres médecins de Mme Gbagbo qui sont en train de la suivre. Et donc c'est eux qui ont conclu pour dire qu'elle pourrait être libérée demain. Selon ses avocats, Simone Gbagbo est aussi fragilisée par les longs procès. Nous avons tenu à respecter la souffrance de notre cliente. Nous avons tenu à montrer que nous sommes responsables et que nous n'avons pas de plan pour retarder ce procès. L'audience de Simone Gbagbo reprendra le lundi 11 juillet prochain. Depuis le 31 mai dernier, l'ex-première dame ivoirienne est jugée pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre. Mais elle est déjà condamnée à 20 ans de prison pour atteinte à la sûreté de l'État. Après le palais de justice, on se rend à l'hémicycle. Le projet de loi portant statut de l'opposition a été soumis ce lundi aux députés. Il était défendu par le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Ahmed Bakayoko. Au terme des travaux, l'examen de ce projet a été reporté à une date ultérieure. Hamza Diaby nous explique pourquoi. Ce lundi, au Parlement, face à la Commission des Affaires sociales et culturelles, Ahmed Bakayoko, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, est allé défendre un projet de loi, celui qui traite de la notion de l'opposition politique, de ses droits et obligations, du statut du chef de l'opposition et particulièrement de son mode de désignation. Mais à l'unanimité des groupes parlementaires, l'examen du projet de loi est reporté à une date ultérieure. Compte tenu de l'importance sur la vie de la nation, l'ensemble des groupes parlementaires, donc l'ensemble des députés, ont estimé qu'il fallait leur laisser un peu de temps afin que nous puissions analyser ce texte. Du temps, mais de combien de temps les députés veulent-ils disposer? Le temps que cela prendra, le temps que l'analyse des députés prendra. En tout état de cause, nous reviendrons immédiatement vers le président de la commission dès que nous aurons fini cet examen approfondi. L'émissaire du gouvernement, lui, dit prendre acte de cette décision. Deux choses que cela m'inspire, c'est que le texte est très important, comme l'a dit le porte-parole des groupes parlementaires, et que deuxièmement, c'est que l'échange entre le gouvernement et le Parlement est dynamique. Donc nous sommes disposés donc, à continuer ces échanges, à revenir pour aller plus loin. Et je pense que cela renforce notre démocratie. Les deux parties s'étant accordées, l'examen du présent projet de loi se fera donc après son analyse de façon approfondie par les parlementaires. Un mot de défense, les forces républicaines de Côte d'Ivoire, formées pour prêter main forte à la MINUSMA, est prête à être déployée.
La MINUSMA est la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation du Mali. Son siège ici à Abidjan, Cisa Marcori, a été visité par le chef d'état-major général des FRCI. Avant cela, le général de corps d'armée, Soumaïla Bakayoko, s'était entretenu avec une délégation de la MINUSMA. Elle était conduite par le lieutenant-colonel Dadie Diop. Abou Sanogo. Conduit par le lieutenant-colonel Dadie Diop, les experts de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies, MINUSMA, pour la stabilisation au Mali, au nombre de 4, ont été reçus par le chef d'état-major général des forces républicaines de Côte d'Ivoire, le général de corps d'armée Soumaïla Bakayoko, pour le débriefing de leur mission d'inspection du matériel pour les contingents mémorandum d'accord, contrôle et remboursement. Et le point focal de cette opération est la compagnie de protection MINUSMA qui siège au sein de l'établissement général des services à Makuri. Elle regroupe en son sein 150 hommes et est constituée d'une section de commandement, 3 sections d'infanterie et un peloton blindé. La compagnie de protection MINUSMA a pour mission la protection du super-camp et l'aéroport de Tombouctou. Le général Soumaïla Bakayoko a donc effectué une visite à l'effet de s'assurer de l'effectivité du professionnalisme de la compagnie de protection MINUSMA qui sera déployée dans les mois à venir au Mali. Un sentiment de fierté car ce sont les éléments des FRC qui ont été formés et qui ont le moral, qui sont prêts à aller assumer cette mission aux côtés de leurs frères d'armes au Mali. La compagnie a subi plusieurs formations spécifiques en mesure d'améliorer les capacités des éléments sur le théâtre des opérations. Elle s'est entraînée quotidiennement et régulièrement par le biais de la formation continue avant d'être soumise à des rendez-vous de contrôle de l'armée française sous forme de détachement d'instruction opérationnelle. L'armée se porte bien, le milieu de la presse aussi. Quelques mois après l'élection de son nouveau président, le bureau exécutif de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire était ce matin chez le ministre de la Communication, Afoussiata Bamba Lamine. Le ministre a émis sa volonté de voir les journalistes de Côte d'Ivoire réunis au sein d'une union. Les deux parties ont aussi débattu des actions futures pour un meilleur fonctionnement de l'UNJCI. Franck Quadio. 17 avril, Moussa Traoré est réélu pour un mandat de 3 ans à la tête de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire. Passé la période d'euphorie, le bureau exécutif est à la tâche, une rencontre avec la tutelle pour présenter les membres et solliciter appui et conseils. On a des challenges à relever. L'un des gros challenges, c'est qu'effectivement, la presse papier se vend moins bien. Donc, comment envisager que les journalistes puissent de plus en plus envahir les réseaux sociaux et même passer par le numérique aussi. Vous voyez, voilà des batailles pour moi qui sont à venir. Des batailles à mener, conditionnées par un effort de cohésion. Pourquoi pas une seule union regroupant tous les journalistes de Côte d'Ivoire? Un souhait de la ministre Bamba Afoussiata Lamine qui a aussi exhorté les journalistes 4e pouvoir au professionnalisme. Et justement, cette vision sera au menu de la prochaine réunion de la Fédération des journalistes africains qui aura lieu le 28 août à Grand-Bassam, une décision du Congrès international d'Angers en France. Il a été recommandé à tous les groupes continentaux d'organiser des réunions en vue de vulgariser les décisions qui ont été prises. Le comité directeur de la Fédération africaine des journalistes a donc décidé que sa première réunion se tienne en Côte d'Ivoire. Autre perspective, les 25 ans de l'UNJCI du 3 au 9 décembre prochain et bien sûr l'organisation du prix Ebodi du meilleur journaliste de Côte d'Ivoire. Outre la communication, le secteur de l'économie bouge lui aussi. La Banque africaine de développement a décaissé 300 millions de francs CFA pour la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire. Une somme qui va aider à financer la création et l'implantation de plusieurs entreprises. Herman Niamé. C'est une centaine de PME considérées comme des locomotives dans 3 secteurs prioritaires définis par la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire, à savoir les BTP, la transformation et l'hôtellerie-restauration qui vont bénéficier de ce don du programme Champion. Ce programme Champion est une alternative au financement des entreprises dans la mesure où nous apportons à travers ce programme une notation managériale. Ces entreprises seront sélectionnées suivant 2 critères, l'un tenant compte de l'importance et l'autre en rapport avec la qualité de la prestation fournie. Les dossiers des 30 meilleurs seront soumis à l'examen et 12 seront retenus pour bénéficier de la notation financière. En réalité, c'est tout ce qui permet à une banque de répondre à la question « dois-je
prêter à cette entreprise et combien lui prêter afin qu'elle me rembourse dans de bonnes conditions. Les 90 entreprises restantes seront soumises à la notation managériale en vue de leur renforcement des capacités. Paraphant le document de l'accord de don de 300 millions de francs CFA avec le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire, le représentant de la Banque africaine de développement a indiqué que l'institution financière demeure aux côtés de la Côte d'Ivoire dans ses initiatives visant à favoriser son développement. Nos priorités sont celles de la Côte d'Ivoire. Ici, c'est la Côte d'Ivoire qui nous dit les priorités nationales. Il y a des plans nationaux de développement, etc. Et nous dans ce cadre-là, nous nous insérons. Le programme Champion est prévu pour s'étendre sur 24 mois. La mise en œuvre de ce programme est conduite par 4 principaux acteurs, notamment la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire, qui assure la notation managériale avec l'appui de la Chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux. Comme annoncé dans les titres, le grand angle de ce lundi est consacré à l'attiéké, un mets très prisé ici en Côte d'Ivoire qui se démarque en ce moment par sa rareté sur le marché et surtout sa cherté. Depuis la culture du manioc dont est dérivé l'attiéké à l'écoulement de ce produit sur le marché en passant par sa fabrication, des difficultés existent et c'est ce que tente de nous expliquer Christelle Menon qui se demande si finalement l'attiéké n'est pas devenu le nouvel or blanc. Suivez ce reportage. Tout est cher. Je ne peux rien payer même. La bout de 200 de maintenant, un enfant de 5 ans ne peut même pas manger pour être rassasié. Le constat fait grincer des dents, comme une bouchée d'attiéké mal fermentée. Depuis le début de l'année, les prix des boules ont quasiment doublé. Pourquoi cette flambée des prix? De la production du manioc à la commercialisation de la semoule, l'attiéké est-il devenu le nouvel or blanc ivoirien? Blocos, village ébrié au cœur de la capitale abidjanaise. Le quartier est réputé pour son attiéké, mais depuis quelque temps, il y a de moins en moins de manioc à éplucher, de moins en moins de tubercules à broyer pour les femmes de Blocos. Florence est l'une d'entre elles, 20 ans de savoir-faire au bout des doigts. Elle a vanné, séché et cuit à la vapeur des tonnes de cette semoule tant prisée. Mais aujourd'hui, sa petite unité de transformation a baissé son rythme de production. En début de chaîne, le manioc se fait rare. Le prix d'achat du tubercule a bondi de plus de 100%. Le prix du manioc a augmenté. En 2015, on payait la bâchée à 160 000. Maintenant, c'est 300, 280. 300 000 ou rien. Si on paye le manioc cher, on a besoin de vous vendre cher aussi, pour avoir 5 fois pour manger. On ne peut pas vendre pour perdre. Bon. Le manioc qu'utilise Florence, comme les autres productrices d'attiéké, vient généralement du sud du pays. Pour tenter de comprendre cet envolé des prix, rendons-nous à une trentaine de kilomètres du centre-ville. Direction Songon, en banlieue abidjanaise. Connue pour être une des capitales du manioc, mais où trouver le tubercule est devenu un casse-tête. Notamment pour Girès, collecteur grossiste. Il parcourt les plantations de Songon à la recherche du précieux manioc. Mais même à Songon, le tubercule se fait rare. Il faut alors négocier avec les producteurs. On doit m'appeler pour m'aider. Moi, j'ai un numéro. Tu peux le rappeler. Nous, on est là, tu peux le rappeler. Au bout de sa négociation, Girès n'obtiendra que 3 tonnes de manioc. Oui, j'avais besoin de 8 tonnes. On a trouvé 3 seulement. Le tout, ça te revient à combien? 300 000 francs. Et ce manioc-là, tu vas revendre ça à combien? C'est la forme à 300 000. Donc ça veut dire que tu n'as aucun bénéfice? Oui. Difficile de faire des bénéfices avec de tels volumes. Ici, on n'a même pas fait 2 chargements. Même. Pour les cultivateurs comme Adamo, c'est surtout faute d'espace que le rendement est à son niveau le plus bas. Ça fait maintenant 20 ans que je suis dans manioc. Nous n'avons jamais vendu à ce prix-là. Bon, le manioc manque parce qu'il n'y a plus de place pour exploiter du manioc. Les terrains manquent. Et aussi, les terrains sont fatigués quand on fait la réussite là, c'est pas ça. Évoquer aussi la sécheresse, un autre facteur de cette baisse de rendement.
Le manque d'eau enregistré en 2015 a eu pour conséquence la dureté des sols, rendant ainsi difficile l'extraction des tubercules. Et pourtant, selon les chiffres officiels, la production de manioc ne cesse de croître. Une augmentation de plus de 115% entre 2011 et 2015. Plus de 5 millions de tonnes en 2015. Mais où sont donc passés les 2,9 millions de tonnes excédentaires? Probablement exportées sous forme de pâtes vers les pays voisins. Selon un document du ministère de l'Agriculture, la demande extérieure sans cesse croissante a généré un circuit d'exportation sous-régional, alimenté par de nouveaux acteurs dans la filière. Pour les femmes de Débrimou, non loin de Dabou, cette pénurie de manioc a une autre explication. Dans le village, la coopérative des vendeuses d'attiéké et de poissons n'a pu obtenir de la communauté que 1 hectare pour sa plantation de manioc. Regarde derrière toi. Il y a la place qui fait 4 hectares, 5 hectares, qu'on peut planter manioc. On ne peut pas avoir faim. Mais ils ont pris pour planter les VIA. Ils ont pris 3 hectares pour planter les VIA. Et puis on a pris 1 hectare pour planter le manioc. Pour ces femmes, pas de doute, le principal coupable de cette pénurie de manioc, c'est la star des cultures de rente des années 2000. Les plantations d'EVA ont conquis les terres du pays à l'époque où les cours mondiaux culminaient. Ici, avant, c'est manioc qu'on plante. Et puis après, EVA a pris la place. Le manioc, denrée rare devenue hors de prix par la combinaison au final de 4 principaux facteurs. Les aléas climatiques et la sécheresse de l'année 2015 qui ont rendu les sols arides, donc peu propices à l'extraction des tubercules de manioc. Des sols de moins en moins fertiles et de moins en moins disponibles pour la culture du vivrier. Plus de terre pour l'EVA et moins pour le manioc, dont une bonne partie de la production nationale est exportée vers l'étranger. Le manioc, une priorité agricole pour l'État à travers différents projets dans le cadre du Programme national d'investissement agricole, PNIA, avec un budget de plus de 2040 milliards, dont 60% attendus du secteur privé. Le PNIA se décline en 5 objectifs. Renouer avec l'investissement dans le secteur agricole, relancer la croissance agricole, réduire l'insécurité alimentaire et la pauvreté, notamment en zone rurale, et enfin créer 2 400 000 emplois. Un plan de bataille, une boussole pour garantir la sécurité et la souveraineté alimentaire du pays. On s'intéresse à présent à l'éducation. Les épreuves orales du baccalauréat artistique se sont déroulées ce matin au lycée Sainte-Marie à Cocody. Les candidats ont répondu présents à cet examen. Pour ces épreuves orales de français, les niveaux variaient d'un élève à un autre au dire des interrogateurs qui étaient au micro de Herman Yami. Lycée Sainte-Marie de Cocody ce lundi 4 juillet. Aux abords de certaines salles de classe, des candidats au baccalauréat artistique bien visibles. Ils sont ici pour l'épreuve orale de français. On attend à ce que les choses puissent avancer afin que nous puissions aussi entrer pour faire pour nous et se préparer pour les autres. L'oral de français, on avait 2 romans et puis un groupement de tests, de 4 tests. Dans les salles, les choses sérieuses ont commencé. Certains sont en plein exposé pendant que d'autres préparent leur passage. Ici, je fais la lecture méthodique en français. Le roman d'abord parle des soleils d'indépendance. Maintenant ici, nous parlons ici du moment, genre de l'ère des indépendances. Je suis là depuis 8 heures. Je suis à mon 6e candidat. Le niveau est juste moyen. Dans la cour, l'atmosphère est plus détendue. Certains révisent leur cours, quand d'autres préfèrent échanger entre amis pour éviter le stress. Le vice-président du centre atteste que tout se passe bien, même si la plupart des interrogateurs ne sont pas encore à leur poste. Pour ce qui est professeur interrogateur, en français, sur 6 attendus, pour l'instant, c'est une dame qui est présente. Je crois que les autres professeurs sont en route. Hormis les candidats libres, les candidats au baccalauréat artistique sont tous issus du lycée d'enseignement artistique, un lycée logé au sein de l'INSAC, l'Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle. Le lycée est sous la tutelle du ministère. Nous accueillons les élèves à partir de la seconde. Ils font le baccalauréat H. Nos spécialités sont les arts plastiques, la musique et le théâtre. Mais en plus de ces matières de spécialité, nous avons des matières d'enseignement général qui sont faites depuis la seconde jusqu'à la terminale. Pour cette session 2016, ils sont 101 candidats issus du lycée d'enseignement artistique qui prennent part au baccalauréat.
Ils débuteront les épreuves techniques ce mardi 5 juillet s'il n'est déclaré férié. Les épreuves orales du baccalauréat général démarrent, elles, demain mardi 5 juillet 2016 sur l'ensemble du territoire national. Pendant plus d'une semaine, plus de 200 000 candidats feront montre de leurs connaissances au cours des épreuves orales du français, l'anglais, l'espagnol ou l'allemand. Après l'éducation, parlons environnement. En 2006, des déchets toxiques ont été déversés dans la ville d'Abidjan. 10 ans après, une mission d'audit du Programme des Nations Unies pour l'environnement est dans la capitale économique ivoirienne. Son objectif, examiner les différents sites pollués pour retrouver d'éventuelles traces de ces déchets toxiques. Hamza Diaby. Septembre 2006, la Côte d'Ivoire connaît une catastrophe environnementale sans précédent. Des déchets toxiques sont déversés sur plusieurs sites dans le district d'Abidjan. Conséquence immédiate, environ 17 morts et une dizaine de milliers de personnes intoxiquées. Le drame émeut le monde. Dans le PNUE, le Programme des Nations Unies pour l'environnement. Des missions d'audit des sites impactés par le déversement des déchets toxiques sont initiées. Cet audit servira à faire des analyses, d'abord des prélèvements sur les sites qui ont été affectés par le déversement de déchets toxiques en 2006. Il s'agira donc de faire des prélèvements d'eau, de terre, de végétation et aussi d'air pour déterminer s'il reste sur ces sites des traces de contamination qu'on peut lier aux produits toxiques qui ont été déversés. Une initiative bien appréciée par le ministre de l'Environnement et du Développement durable, Alakwa Dioremi, qui rappelle que ces travaux arrivent à point nommé, d'autant plus que ce drame a suscité beaucoup de réactions. Le gouvernement s'est adressé au PNUE pour être sûr que c'est la vérité scientifique que nous allons obtenir. À partir de cette vérité scientifique, des recommandations seront faites. Et ces recommandations, une fois mises en œuvre, permettront à la population ivoirienne de faire face aux effets de ces déversements. Le 16 juin dernier, la Haute Cour de justice de Londres a ordonné à un cabinet de dédommager les 4 752 victimes qui ont été privées de leur compensation. Reste aux associations de victimes de mieux s'organiser afin que cette affaire connaisse un dénouement heureux. En religion, la communauté musulmane de Côte d'Ivoire a scruté ce soir le ciel à la recherche de la lune, mais la lune n'a pas été observée ce lundi. La fête de Ramadan aura donc lieu mercredi. Je vous propose d'écouter la déclaration des responsables de la communauté musulmane. Le Conseil supérieur des imams en Côte d'Ivoire, COSIM, le Conseil des imams sunnites CODIS, informe la communauté nationale que le croissant lunaire marquant la fin du Ramadan 2016 n'a été observé nulle part sur le territoire national. Par conséquent, la fête du Ramadan sera célébrée en Côte d'Ivoire, Inch'Allah, le mercredi 6 juillet 2016. Bonne fête à toutes et à tous. Je vous remercie. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, thumma salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Nye kibaraye kawanya limami tomba fla yoro Côte d'Ivoire, COSIM ani CODIS. Koka silama be la jeni laloni kafo seli kalo maye jamana fansira ko ladu. Nala sonama arabalo juillet kalo tele woro 2016 la olebena ben seli denima. Ala batou mine asambe sambe wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vous venez de l'entendre, la fête de Ramadan est tributaire de l'observation de la lune par la communauté musulmane la veille de sa célébration. Et puisque la lune n'a pas été observée ce lundi soir, la fête de Ramadan se déroulera donc le mercredi 6 juillet 2016. Et pour réussir ce mois de Ramadan, les musulmans se doivent d'observer le troisième pilier de l'islam, la zakat, un don pour matérialiser les valeurs d'entraide et de partage. Cette fois, nous parlons de la zakat al-fitr. Elle doit être donnée vers la fin du Ramadan. Nos confrères de RTI Boaké nous expliquent son sens. La zakat al-fitr, appelée aumône de la rupture de jeûne, principe islamique obligatoire pour tout musulman ayant les moyens financiers, ce sacrifice intervient 1 ou 2 jours, voire 1 heure du temps avant l'accomplissement de la prière de l'Aïd el-Fitr.
En dehors de son rôle de purification du jeûneur de ses péchés commis pendant le mois de Ramadan, la Zakat al-Fitr contribue à l'épanouissement des plus démunis. Le but est que le jour de cette fête, il faut que tous les musulmans soient en joie. Donc ce jour-là, les pauvres ne doivent pas se promener pour demander. Donc on leur apporte assistance pour qu'eux aussi ils soient en joie. L'accomplissement de la Zakat al-Fitr répond également à plusieurs principes religieux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit de faire ce sacrifice dans la nourriture principale du pays. Maintenant, c'est que les savants recommandent que ça soit maintenant dans le riz parce qu'on constate que c'est la nourriture principale des Ivoiriens aujourd'hui. Cela exige que chaque âme doit faire la Zakat al-Fitr. Donc chaque chef de famille doit donner 2,5 kg de riz à une nécessité. La Zakat al-Fitr fait partie de la Zakat ou aumône légale qui est le troisième pilier de l'islam. Il est destiné à 8 catégories de personnes dont le pauvre, l'indigent, l'esclave ou le prisonnier musulman à affranchir. Le partage et l'entraide en islam étaient de mise à Trècheville au quartier Biafra. La communauté musulmane y a reçu des vivres et non-vivres de la part du chargé de mission du président de la République, Pargasso Rokoni. Sur cette aire de jeu, des jeunes déchargent de son contenu ce camion à sirop. Des sacs de riz, des cartons de sucre et de lait, des nattes, des bouilloires, des sachets d'eau, entre autres. Non loin, des femmes posent sur des tables de repas. Ces vivres et non-vivres destinés à la communauté musulmane de ce quartier sont un don de Lassina Ouattara, chargé des missions du président de la République, Alassane Ouattara. Il avait à ses côtés le premier magistrat de la commune de Trècheville, Amicha François. Ce don s'inscrit dans le cadre du mois de Ramadan, un mois de générosité et de solidarité. Le mois de Ramadan, c'est important. C'est très important de partager. De partager toujours à manger, toujours les dons à tous ceux qui en ont besoin. Tous ces dons que je fais, c'est grâce au chef de l'État. Merci à notre frère pour ce don important de 2000 kits alimentaires qui permet aux démunis de notre communauté de faire la rupture du jeûne à quelques jours de la fin du mois de Ramadan. Heureux, les bénéficiaires ont tenu à exprimer leur gratitude et leur reconnaissance aux donateurs. Avant le quartier Biafra de Trècheville, Lassina Ouattara a offert à la communauté musulmane de certaines villes et certains villages du nord de la Côte d'Ivoire de nombreux kits alimentaires en vue de leur permettre de rompre dans la quiétude leur jeûne. À l'étranger, le 4 juillet 1996, la guerre civile a pris fin au Rwanda. Aujourd'hui, cette date importante a été commémorée dans tout le pays. À l'occasion de la célébration au Rwanda de la journée dite de libération, la rédaction de RTI a voulu connaître son origine et c'est avec Herman Guivé. Le Rwanda, le pays des 1000 collines. Dans un lit de préjugés qui tirent leurs origines d'une histoire pleine de bouleversements politiques et d'intérêts partisans, deux ethnies cohabitent, Hutu et Tutsi. Les affrontements entre ces frères d'un même pays sont fréquents. Il est reproché au pouvoir exercé par Juvenal Habyarimana d'empêcher les Tutsis d'accéder à des postes de responsabilité. Le 6 avril 1994, l'avion du président Habyarimana est abattu alors qu'il s'apprêtait à atterrir à Kigali. Cet événement sonnera la triste cloche d'un affrontement sanglant et d'une violence inouïe. Dans le tréfonds des 1000 collines résonne l'horreur, le cri du sang Tutsi versé à l'arme blanche par les milices Hutu interarmées. Le 4 juillet 1994, les troupes du Front patriotique rwandais, conduites par l'actuel président Paul Kagame, réfugié en Ouganda, s'emparent de Kigali. Elles mettent un terme à 100 jours de génocide contre les Tutsis en faisant tomber le pouvoir de Juvenal Habyarimana. Le 4 juillet, c'est le jour de la libération du Rwanda, mais pour moi, c'est le jour de la résurrection en tant que rescapé du génocide. Plus d'1 million de Tutsis ont été exécutés. Le 4 juillet, c'est le point de départ du Rwanda vers le développement, vers le succès et actuellement, on connaît le Rwanda comme un modèle. Depuis le 4 juillet 1994, bien d'autres événements historiques et politiques ont eu lieu au Rwanda. Cette cérémonie rappelle aux Rwandais que sans oublier le passé, il faut se tourner vers l'avenir.
Benjamin Netanyahou a débuté ce lundi 4 juillet une visite de 4 jours en Afrique de l'Est, la première dans cette partie du continent pour un chef de gouvernement israélien depuis un demi-siècle. Le Premier ministre israélien est arrivé en Ouganda dans l'après-midi. Il y a participé à une cérémonie marquant les 40 ans du raid d'Entebbe. Le frère aîné de Benjamin Netanyahou, Jonathan, est mort lors de l'opération Entebbe, menée par un commando israélien pour libérer des otages enlevés par un commando palestinien en juillet 1976. L'Irak a entamé ce lundi 3 jours de deuil national en hommage aux victimes de l'attentat suicide perpétré à Bagdad dimanche dernier. Revendiqué par l'État islamique, celui-ci a fait plus de 200 morts dans un quartier commerçant de la capitale. Salimatou Dia, Abou Sanougou. Pour les familles endeuillées de l'attentat terroriste de Bagdad, c'est la douleur. 213 morts et près de 200 blessés. Le bilan de l'attentat suicide survenu le dimanche dernier dans le quartier commerçant de Karada s'alourdit. Commerce, habitat en ruine. Les Bagdadis accablent les autorités irakiennes face à cette attaque revendiquée par l'État islamique. Mon mari est handicapé et je n'ai plus rien. Je le jure devant Dieu, ce gouvernement est un échec. Toutes les facettes de ce gouvernement sont un échec. Ce sont eux qui ont amené le terrorisme et certains se sont mis d'accord avec les terroristes. 3 jours de deuil national ont été décrétés dans le pays dès ce lundi. Retrait des détecteurs d'explosifs dont l'efficacité avait été mise en doute. Accélération du déploiement du dispositif Raspican pour la recherche des véhicules à toutes les entrées de Bagdad et interdiction d'utilisation des téléphones portables au personnel de sécurité en service sont là les mesures de sécurité prises par le Premier ministre Abadi. Cette attaque intervient après la libération de Fallujah par l'armée, signifiant alors pour certains l'incapacité pour les djihadistes de mener des attaques d'envergure dans la capitale irakienne. C'est la fin de cette édition. Merci d'avoir été des nôtres. Très bonne suite de programmes sur RTI1.